Le silence du tribunal de district d'Oakwood avait été soudainement interrompu ce mardi après-midi pluvieux. La salle austère, avec ses murs en bois sombre et ses bancs soigneusement alignés, était exceptionnellement remplie pour ce que beaucoup considéraient comme une simple audience de routine. C'est lui, maman. 2 mots simples, mais prononcés avec une clarté surprenante pour un enfant de cet âge. Le petit Isaiah avait pointé son doigt directement vers l'officier Thomas Reeves, qui venait d'entrer par la porte latérale avec d'autres agents du département de police d'Oakwood. L'expression de l'officier Reeves, habituellement impassible après 15 ans de service, avait immédiatement changé. D'abord surpris, puis inquiet. Peur. Ses mains, qui tenaient fermement son badge de police quelques secondes plus tôt, avaient commencé à trembler visiblement. Tanya Wilson, une mère célibataire de 28 ans, avait tenté de calmer son fils en le tirant doucement sur ses genoux. « Chut, Isaiah, on ne doit pas montrer les gens du doigt », murmura-t-elle, mortifiée par les regards curieux qui se tournaient vers eux. Mais Isaiah ne s'était pas apaisé. C'est lui, maman. Le méchant de chez grand-mère. La voix de l'enfant avait résonné dans la salle d'audience silencieuse, chaque mot étant parfaitement audible jusqu'au dernier rang. Le juge Wilson, connu pour son impatience face aux interruptions, avait frappé du marteau. Le tribunal était en session. Ses yeux perçants s'étaient d'abord fixés sur l'enfant agité, puis sur l'officier visiblement troublé. Tanya avait amené Isaiah avec elle car elle n'avait personne à qui le confier. Elle n'était présente qu'en tant que témoin dans une affaire de vol survenue, près de son dépanneur 6 mois plus tôt. Une affaire qui semblait sans lien avec l'officier Reeves, du moins c'était ce que tout le monde pensait. La procureure Eleanor Hay, qui organisait ses notes pour l'affaire suivante, avait observé la réaction inhabituelle de l'officier avec un intérêt croissant. 15 années en tant que procureure lui avaient appris à reconnaître la culpabilité lorsqu'elle la voyait. Et ce qu'elle avait observé à ce moment-là avait déclenché toutes ses alarmes intérieures. « Prenons une pause de 10 minutes. » annonça le juge, sentant la tension monter. « Officier Reeves, j'aimerais vous parler dans mon cabinet. » Alors que l'officier boitait légèrement vers la chambre du juge, le procureur s'était discrètement approché de Tanya. « Madame Wilson, n'est-ce pas? Pouvons-nous discuter un instant ?» Tanya hocha la tête nerveusement, essayant toujours de calmer Isaiah, qui fixait le policier qui s'éloignait. « Votre fils a-t-il déjà eu des contacts avec l'agent Reeves ?» demanda Hay doucement. « Pas à ma connaissance, » répondit Tanya, confuse. « Nous ne sommes ici qu'à cause du vol à main armée. Les voleurs portaient des masques. Je n'ai jamais vu leur visage. Mais votre mère, où habite-t-elle ? Eldridge Grove, de l'autre côté de la ville. Ma mère a été agressée il y a quelques mois. Elle a 72 ans et vit seule depuis le décès de mon père. C'était traumatisant pour elle, mais la voix de Tanya avait faibli en faisant le lien. Les agents qui avaient répondu à l'incident avaient déclaré qu'il s'agissait simplement d'adolescents du quartier. L'un d'eux boitait. Ils avaient tous deux regardé la porte par laquelle l'officier Reeves était parti. Cette porte inégale prenait désormais une toute nouvelle signification. Dans les minutes qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Le procureur avait passé un appel urgent, parlant à voix basse et gesticulant avec insistance. 2 agents fédéraux étaient entrés discrètement dans la salle d'audience, se positionnant stratégiquement près des sorties. Le téléphone portable de l'officier Reeves, laissé sur la table, se mit à sonner sans cesse. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'était que les 2 simples mots d'un enfant de 3 ans étaient sur le point de déclencher la plus grande enquête policière pour corruption de l'histoire d'Oakwood. Et tandis que tout le monde retournait à sa place, une question flottait dans l'air. Comment un si petit enfant pouvait-il reconnaître un visage qu'il n'était censé jamais avoir vu auparavant? Si cette histoire suscite déjà vos émotions, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment un moment de courage enfantin déclencherait une enquête révélant des secrets gardés dans l'ombre du système censé protéger les citoyens d'Oakwood. Dans les 48 heures suivant l'incident au tribunal, Tanya Wilson avait oscillé entre la peur et l'espoir. Le procureur avait ordonné une protection immédiate pour elle, Isaiah et sa mère âgée. 2 policiers en civil s'étaient relayés dans une voiture banalisée devant son appartement dans le modeste projet de logement d'Oakwood Heights. « Maman, pourquoi ces hommes surveillent-ils toujours notre maison ?» demanda Isaiah en dessinant tranquillement à la table de la cuisine, son innocence intacte malgré le chaos qu'il avait déclenché. « Ils nous protègent, ma chérie », répondit Tanya, essayant de garder son calme alors que son monde était bouleversé. Ce qui avait commencé comme une simple déposition de témoins dans une affaire de vol la plaçait maintenant au centre de quelque chose de bien plus grand et dangereux. Son téléphone vibra. C'était à nouveau le procureur Hay. C'était le 3e appel de la journée. « Madame Wilson, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau ce soir. Nous avons découvert quelque chose. » La voix habituellement posée du procureur exprimait une urgence indéniable. «
Amenez votre fils et ne dites à personne où vous allez. Le bureau du procureur était étrangement silencieux. À 20h30, elle conduisit Tania et Isaiah dans un couloir latéral jusqu'à une salle de conférence isolée. À l'intérieur, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants attendait, le visage marqué par l'expérience, mais avec un regard bienveillant qui s'illuminait en voyant Isaiah. « Voici l'inspecteur Marcus Johnson, retraité des affaires internes, présenta elle. Il travaille officieusement sur un sujet que vous devriez voir, je pense. » Johnson ouvrit un ordinateur portable. Au cours des 3 dernières années, j'ai recueilli des preuves concernant un groupe de policiers d'Oakwood impliqués dans une série de braquages visant des résidents noirs et latinos âgés. Sa voix était calme, mais chargée d'une indignation contenue. Toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes districts, toujours les mêmes agents répondant en premier aux appels. L'écran montrait des photos de l'agent Reeves et de 3 autres agents sur différentes scènes de crime, y compris celle de la mère de Tania. Ils repèrent les personnes âgées vivant seules, étudient leurs habitudes et frappent lorsqu'ils savent qu'il y a de l'argent dans la maison, comme le jour de la retraite. Ensuite, ils sont les premiers à intervenir sur les lieux, s'assurant que toute preuve compromettante disparaisse, expliqua Johnson en parcourant d'autres photos. Le problème a toujours été de le prouver. Personne ne pouvait les identifier parce qu'ils portaient des masques. Personne, jusqu'à Isaiah. Tania frissonna. Mais comment? Isaiah? Les enfants de cet âge ont une perception extraordinaire des détails que les adultes négligent souvent, interrompit une femme entrant dans la pièce. Le docteur Amara Davis, psychologue médico-légal pour enfants, se présenta et s'assit à côté d'Isaiah. Ils remarquèrent des schémas de mouvement, des intonations de voix, des manières particulières. Votre fils a probablement reconnu chez l'agent Reeves quelque chose que les adultes n'avaient pas perçu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'agent Thomas Reeves était assis dans un bar sombre avec 3 autres hommes. Tous policiers, tous visiblement tendus. Ce n'est qu'une coïncidence. Juste un gamin qui raconte des bêtises, argumenta Reeves en avalant son 3e whisky. Rien ne va se passer. Vous avez vu les fédéraux au tribunal, rétorqua Thomas, le plus âgé du groupe, le sergent Peterson. Ce n'est rien. Hayes creusa. Et ce satané Marcus Johnson avait été vu au bureau du procureur aujourd'hui. Johnson était à la retraite. Il n'avait aucune compétence ni crédibilité. On le considérait comme un vieil homme paranoïaque, dit Reeves en essayant de contrôler le tremblement de ses mains. De plus, le chef Rivera était de notre côté. Il l'avait toujours été. Pour l'instant, marmonna Peterson. Mais si les médias en entendent parler, Reeves posa sa tasse sur la table. Ce n'était qu'un enfant qui pointait du doigt. La parole d'un enfant de 3 ans contre 4 policiers décorés. Qui croyez-vous qu'ils allaient croire? Le soir même, le docteur Davis mena une séance spéciale avec Isaiah, utilisant des poupées et des jouets pour l'aider à exprimer ce dont il avait été témoin. Tandis qu'une caméra tournait discrètement, elle demanda « Isaiah, peux-tu me montrer ce que le méchant a fait chez grand-mère » Isaiah prit une poupée policière et la fit boitiller sur la table. Puis, avec une précision troublante, il imita quelqu'un qui criait sur une femme âgée, exigeant. Il parlait comme ça, dit-il, changeant sa voix enfantine pour un ton plus dur, et il frappait grand-mère quand elle ne trouvait pas l'argent assez vite. Tania se couvrit la bouche avec horreur. L'enfant n'avait jamais mentionné ces détails auparavant. Il y a autre chose que vous devez voir, dit Johnson en fouillant dans un dossier. C'est une coïncidence trop intéressante pour être ignorée. Il leur montra des relevés bancaires montrant des dépôts importants d'argent liquide sur les comptes des 4 officiers, toujours 2 jours après les vols signalés. Le problème était que nous avions besoin de plus que de coïncidences. Nous avions besoin de preuves concrètes reliant directement Reeves au crime, et quelque chose qu'un jury ne pouvait pas ignorer. À ce moment-là, Isaiah, qui jouait tranquillement dans un coin de la pièce, se leva soudainement. « Maman, le méchant homme a laissé tomber ça », dit-il en désignant quelque chose sur le sol de la maison de grand-mère. C'était brillant. Les adultes échangèrent des regards perplexes. « Quelle chose brillante, chérie ?» demanda doucement Tania. « La même chose qu'il avait ici », répondit Isaiah, en désignant une photo de l'officier Reeves sur l'ordinateur portable, où un badge de mérite personnalisé brillait sur son revers. Le silence dans la pièce était total. Si le badge de Reeves avait été retrouvé sur la scène de crime et avait disparu pendant l'enquête officielle, cela pourrait être la preuve qui relierait définitivement l'agent au vol. La maison de sa mère, dit Hayes d'une voix soudaine et pressante. Est-ce qu'elle y vit toujours? La police a-t-elle effectué une recherche approfondie après le vol? Oui, elle vit toujours là-bas. Et non, ils étaient superficiels dans leur recherche.
Ils ont dit qu'il s'agissait d'un cas courant d'adolescents du quartier qui s'introduisaient par effraction dans une maison. Le regard échangé par Hayes, Johnson et Davis en disait long. Si le badge était toujours là, caché quelque part dans la maison de la vieille femme, ils auraient la preuve matérielle dont ils avaient besoin pour abattre non seulement Reeves, mais potentiellement toute l'entreprise criminelle. Pendant ce temps, à l'insu de tous les membres du groupe, le chef de la police Rivera avait signé un ordre de transfert urgent pour l'officier Reeves, un petit poste de police à la frontière mexicaine. Le transfert serait effectif dans 72 heures, le temps pour toute enquête préliminaire de perdre son principal suspect. Ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire, c'était que la petite main qui désignait un policier corrompu au tribunal était sur le point de déclencher non seulement la chute de quelques policiers malhonnêtes, mais aussi de révéler tout un système construit sur les préjugés et l'exploitation des plus vulnérables. Chez la mère de Tania, une recherche minutieuse avait commencé à 5h30 du matin. Le procureur avait obtenu un mandat d'arrêt d'urgence signé par un juge fédéral qui contournait la juridiction locale, un détail crucial qui empêcherait le département de police d'Oakwood d'intervenir. Pendant 2 heures, l'équipe d'enquêteurs judiciaires avait passé au peigne fin chaque centimètre du petit appartement. Rien, soupira Johnson, l'air vaincu pour la première fois. Si le badge était ici, il avait été retiré. C'est à ce moment-là qu'Isaiah, qui observait avec de grands yeux, tira sur la manche du docteur Davis. La chose brillante est tombée ici, dit-il en désignant un petit espace entre le vieux canapé et le mur. Il a fait du bruit quand il a touché le sol. Les enquêteurs déplacèrent les meubles lourds avec précaution. Rien de visible, mais lorsqu'ils utilisèrent une petite caméra à fibre optique pour examiner la fissure dans la plainte, ils le trouvèrent. L'insigne personnalisé de l'officier, Reeves, se trouvait dans une petite ouverture entre le sol et le mur, avec ses initiales gravées au dos. « Nous vous avons maintenant », murmura Hayes, ses yeux brillants de détermination alors qu'il tenait la preuve avec une pince à épiler et la plaçait dans un sac en plastique. Ce qui s'était passé au cours des 24 heures suivantes ressemblait à un film d'action accéléré. Alors que le procureur Hayes demandait des mandats d'arrêt et de perquisition pour les domiciles des 4 officiers suspects, le chef Rivera était dans son bureau, préparant les documents pour le transfert immédiat de Reeves. Ce satané gamin, murmura Rivera pour lui-même, ignorant que sa secrétaire écoutait à travers la porte entr'ouverte. 1 an avait été nécessaire pour construire ce projet, et un enfant de 3 ans allait tout ruiner. Sa secrétaire, Sandra Pearson, travaillait pour le département depuis 20 ans. Toujours loyale et discrète, elle avait cependant décidé de faire quelque chose de différent ce matin-là. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle avait enregistré depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'utiliser, la ligne d'assistance téléphonique du FBI. Le journal numérique local, l'Oakwood Herald, reçut une information anonyme à 14 heures. À 15 heures, un article interrogeait le transfert soudain de l'agent Reeves. À 16 heures, les principaux médias nationaux spéculaient déjà sur l'affaire impliquant un enfant de 3 ans qui avait dénoncé un policier corrompu. Le sergent Peterson se rendait en voiture à une réunion d'urgence dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville lorsqu'il aperçut les premières voitures du FBI bloquant l'entrée. Il tenta de faire demi-tour, mais il était trop tard. Le soir même, l'agent Reeves regardait les informations dans son appartement, une valise à moitié pleine devant la porte. Son téléphone sonnait sans arrêt, des appels de Peterson, de l'avocat de l'association de police, du chef Rivera. Il les ignora tous. Nous sommes en direct devant le commissariat d'Oakwood, où des agents fédéraux viennent d'entrer avec des mandats de perquisition et d'arrêt, annonça le journaliste. Des sources confirmèrent que l'enquête portait sur une série de vols visant des résidents noirs et latinos âgés. La sonnette retentit. Reeves savait déjà d'eux qu'il s'agissait avant même d'ouvrir la porte. Le lendemain matin, la une de l'Oakwood Herald affichait une photo de 4 policiers menottés escortés hors du commissariat, avec la légende « La vérité dite par un enfant ». Un garçon noir de 3 ans révélait un plan de corruption policière. Une semaine plus tard, devant un tribunal fédéral, la juge Martha Coleman regardait les accusés avec sévérité. La salle d'audience était pleine à craquer. Victimes, familles, journalistes, et au premier rang, Tanya Wilson tenant Isaiah sur ses genoux. Ces hommes ont juré de protéger et de servir, déclara la procureure et dans sa déclaration d'ouverture. Au lieu de cela, ils ont exploité leur autorité pour terroriser les plus vulnérables d'entre nous. Ils ont choisi des victimes âgées, principalement noires et latinos, pensant qu'elles seraient des cibles faciles et que leur voix ne serait jamais entendue. Elle marqua une pause et se tourna vers Isaiah. Il n'avait pas compté sur la voix d'un enfant, une voix qui ne connaît ni préjugés ni peur, et qui sait reconnaître la vérité quand elle la voit. Le procès ne dura que 3 jours. Les preuves étaient accablantes. Le badge retrouvé,
les relevés bancaires, les témoignages d'autres victimes qui se sentaient enfin libres de s'exprimer, et le témoignage étonnamment clair d'Isaiah, donné dans une salle spécialement aménagée pour les enfants. À l'annonce du verdict final, coupable de tous les chefs d'accusation, un silence respectueux s'abattit sur la salle, puis, lentement, une femme âgée au deuxième rang commença à applaudir. Bientôt, toute la galerie se joignit à une ovation debout qui sembla interminable. À l'extérieur de la salle d'audience, sous les flashs incessants des appareils photo, une journaliste s'approcha de Tania. « Qu'est-ce que ça fait de savoir que votre fils a changé tout un système ?» Tania regarda Isaiah, qui jouait innocemment avec un petit camion de pompiers, complètement inconscient d'être devenu un symbole de justice et de changement. « Je pense que c'est ce que nous devons apprendre, » répondit-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Voir le monde à travers les yeux d'un enfant, sans préjugés, sans crainte de pointer du doigt ce qui ne va pas, même lorsque le mal porte un uniforme et un badge. » La caméra se concentra sur Isaiah jouant paisiblement. À l'arrière-plan, les familles des victimes s'embrassaient, souvent en larmes. Certaines tenaient des photos de leurs proches âgés qui n'avaient pas vécu assez longtemps pour voir ce jour de justice. D'un geste d'enfant naquit une révolution bien plus grande que quiconque n'aurait pu l'imaginer. 6 mois après le procès qui secoua Oakwood, la ville avait été transformée. Ce qui avait commencé par 2 simples mots d'un enfant de 3 ans avait déclenché de profonds changements structurels dans le système judiciaire pénal. Le programme Isaiah, comme il était officiellement nommé, exigeait désormais que toutes les enquêtes impliquant des minorités soient automatiquement supervisées par un comité civil indépendant. Les caméras étaient devenues obligatoires, et un système innovant de détection de comportements basé sur l'intelligence artificielle avait été mis en place pour identifier les comportements suspects des policiers. « Je n'aurais jamais imaginé que mon fils changerait les lois », déclara Tania Wilson lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau centre de justice communautaire baptisé en l'honneur d'Isaiah. Aujourd'hui coordinatrice d'un programme qui rapproche la police et les communautés marginalisées, elle avait trouvé sa véritable vocation. À travers la ville, derrière les barreaux du pénitencier fédéral à sécurité maximale, l'ancien officier Thomas Reeves regardait la cérémonie sur une petite télévision dans la zone commune. Sa peine de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle lui semblait encore plus lourde en voyant le petit Isaiah, maintenant âgé de 4 ans, couper le ruban avec des ciseaux en plastique coloré. « Éteignez ça », murmura l'ancien chef Rivera, qui purguait également une peine dans le même complexe pénitentiaire. Ses cheveux, autrefois parfaitement teints, montraient désormais des racines blanches en croissance, un petit symbole de la dignité qu'il avait perdue avec son empire criminel. L'enquête avait révélé que le programme ciblant les personnes âgées noires et latinos était en cours depuis plus d'1 décennie. Plus de 50 policiers avaient été licenciés et 11 purgés de lourdes peines. Les 12 millions de dollars récupérés sur des comptes offshore avaient été versés dans un fonds d'indemnisation pour les victimes. L'affaire Isaiah avait tout changé, expliqua Hayes, aujourd'hui procureur général, lors de sa conférence à la faculté de droit de Harvard. Cela nous avait obligés à reconnaître que les préjugés ne sont pas seulement un problème individuel, mais un problème systémique. Lorsque des institutions entières sont construites sur des préjugés, elles échouent précisément envers ceux qu'elles sont censées protéger le plus. La mère de Tania, remise de son traumatisme, était devenue une ardente défenseur des victimes âgées de crimes. Son témoignage devant le Congrès avait été crucial pour l'adoption de la loi sur les communautés vulnérables. Le détective à la retraite Johnson avait finalement reçu la reconnaissance qu'il méritait. Après avoir été qualifié de paranoïaque et de difficile pendant des années, il avait reçu la médaille d'honneur civil et avait été invité à diriger la commission de réforme de la police. Isaiah avait grandi sans se rendre compte de sa renommée. Pour lui, les policiers n'étaient plus des figures menaçantes. La nouvelle génération d'officiers, formés selon des protocoles anti-biais stricts, visitait fréquemment son école pour des séances éducatives. Les enfants voient la vérité que les adultes ignorent souvent, observa le Dr Davis dans son nouveau livre à succès sur la perception des enfants. Ils ne sont pas aveuglés par les uniformes, le statut ou le pouvoir. Ils voient les gens tels qu'ils sont vraiment. Le dernier jour de l'année scolaire, l'enseignante d'Isaiah demanda à chaque enfant ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Quand ce fut son tour, il répondit sans hésitation « Je veux être juge pour m'assurer que tout le monde soit traité de manière égale ». La salle éclata en applaudissements, même si Isaiah ne comprenait pas vraiment pourquoi. Pour lui, c'était tout simplement la bonne chose à faire. Par une froide matinée d'hiver, 2 ans après le procès historique, Tania trouva une enveloppe dans le courrier. À l'intérieur se trouvait un chèque d'indemnisation conséquent et une lettre. C'était Sandra Pearson, l'ancienne secrétaire du chef Rivera, qui dirigeait désormais le programme de protection des lanceurs d'alerte. « J'avais passé des années en silence, à être témoin de l'injustice par peur », avait-elle écrit. « Votre fils m'a appris que le courage n'a pas d'âge. Parfois,
Il suffit de 2 mots simples pour changer le monde. Il l'a fait. Tania souriait en regardant Isaiah jouer dans la cour avec son nouvel ami, le fils d'un des policiers à la retraite qui travaillait maintenant avec le programme communautaire. Les enfants couraient sans souci, inconscients des barrières qu'ils avaient brisées ensemble. La véritable justice, déclara Tania, ne consistait pas seulement à punir les coupables, mais à construire un monde où nos enfants peuvent grandir sans craindre ceux qui jurent de les protéger. L'histoire d'Isaiah nous rappelle que parfois, il faut l'innocence d'un enfant pour révéler les vérités les plus dures. Dans un monde de complexités adultes et de systèmes brisés, notre plus grand espoir réside peut-être dans la simplicité de la vérité vue à travers des yeux qui n'ont pas encore appris à détourner le regard. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits révélant comment de petits actes de courage peuvent provoquer des changements monumentaux. Laissez un commentaire si vous avez été témoin de moments où des innocents ont triomphé de la corruption et partagez pour inspirer les autres à trouver leur propre voie. Parce que la vérité, comme nous l'avons vu, ne connaît ni âge, ni taille, ni statut social.